Dans les catégories reines que sont la meilleure réalisation et le meilleur film, il n'y a aucune réalisatrice. Toutes les réalisatrices vous le disent aujourd'hui, elles arrivent à rentrer dans la carrière en faisant leur premier court-métrage, leur premier long-métrage. Le deuxième est très difficile, le troisième est presque inatteignable. En gros, on sait aujourd'hui qu'il y a 1 personne sur 2 dans les écoles de cinéma qui sont des femmes. 1 personne sur 3 qui est une femme réussira à faire son premier court-métrage. Que 1 sur 4 est une femme qui réussira à faire son premier et son second long-métrage, mais que seulement 1 personne sur 6 est une femme qui arrivera à aller au-delà du second long-métrage. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la dernière vidéo de cette trilogie. Et aujourd'hui, je vais parler de réalisatrice de films. Et comprenez par là, réalisatrice de films en prise de vue réelle. Donc je n'évoquerai pas de réalisatrice de films d'animation comme Jennifer Lee qui a réalisé La Reine des Neiges. Bon bah si, j'en ai évoqué une du coup. Et je précise que je ne parle pas de la personne mais de la réalisatrice. Ses propos, ses convictions, etc. ne sont pas le sujet, je m'intéresse seulement ici à ces films. Est-ce qu'il y en a au moins un que j'ai vu, que j'ai aimé ou que j'ai trouvé intéressant? Et le fait que je dise ça, au moins un, ça montre déjà toute la difficulté que j'ai eue pour faire cette vidéo. Autant si je vous demande de me citer des réalisateurs, des hommes, vous allez facilement m'en sortir plusieurs. Si je vous demande de me citer des réalisatrices, des femmes, eh ben c'est tout de suite plus compliqué. Elles sont souvent moins connues, moins reconnues, elles peuvent être cantonnées à faire de petits films ou des films un peu de niche, beaucoup plus rarement des films qui vont avoir une portée absolument immense. Et je rappelle aussi que pour une femme, réaliser un film, ça peut le faire. Réaliser 2 films, c'est déjà plus compliqué. Réaliser 3 films, c'est encore rare. Alors ça arrive, hein, encore heureux. Mais c'est vrai que pour encore beaucoup de femmes, ça reste difficile. Il faut vraiment s'accrocher, essayer de percer et peut-être enfin finir par y arriver. Et c'est tellement compliqué de trouver des réalisatrices que j'ai dû me résoudre à en présenter 20 et non 50. Et dire qu'au début je comptais parler de 100 films avec une héroïne, 100 films avec un personnage principal issu d'une autre minorité, 100 actrices et 100 réalisatrices. Il faut vraiment que j'arrête d'être con, hein. Et d'ailleurs, c'est justement tellement compliqué de trouver des réalisatrices que je vais plus parler des films réalisés que des réalisatrices elles-mêmes. Mais bon, si ça peut vous faire découvrir quelques réalisatrices, des films ou vous faire dire « Ah bon? Ce film a été réalisé par une femme? Bah je savais pas, c'est cool !» Tant mieux du coup. Et évidemment, entre le moment où j'ai enregistré cette vidéo et le moment où vous la regardez, j'aurais peut-être vu plus de films de ces réalisatrices. Allez, c'est parti. Numéro 1, Mélanie Offray. Elle est vraiment belle. Donc elle a notamment réalisé Les Petites Victoires, qui met en scène une mère d'un petit village. Et elle, pour le coup, comme femme politique, c'est une héroïne de la vie de tous les jours. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mère ne reçoit pas la même indemnisation. Plus la commune a d'habitants, plus l'indemnité est importante. Ou inversement, pour que vous compreniez bien l'idée, moins la commune a d'habitants, moins l'indemnité est importante. Si tu es maire d'un village de moins de 500 habitants, ton indemnité est minable. Même si ton village comporte entre 500 et 999 habitants, ton indemnité est trop faible. Tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas vivre avec. Tu es obligé d'avoir un autre boulot à côté. Ah, mais c'est pour ça que la proportion de retraités parmi les maires est aussi importante. Et moins la commune a d'habitants, plus la proportion de retraités parmi les maires augmente. D'accord. Et donc la nana est à la fois mère et enseignante de la seule petite école du village. Avec des enfants qui jouent très bien au passage. Elle a donc son boulot à plein temps et le reste du temps, elle s'occupe de tous les problèmes de son village. Elle fait de son mieux pour répondre aux différentes requêtes des habitants. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une héroïne de la vie de tous les jours. La nana, elle ne fait que ça. Elle pense constamment aux autres et jamais à elle. Parce qu'elle ne peut pas. Alors je vais pas tout dévoiler, mais la mère / enseignante va tout faire pour que son école reste ouverte. Elle va se battre pour que son école ne ferme pas. Et du coup, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai aimé ce film. L'école, c'est un sujet que je connais bien, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et une école qui ferme, c'est un village qui meurt. À cause des politiques de droite menées, beaucoup de villages ont disparu. Les droitards ont totalement abandonné les campagnes, la ruralité, et on le voit bien dans ce film. Ce petit village n'a plus de médecins, plus de boulangerie, plus de café. Alors s'il n'a plus d'école, il rejoindra rapidement le cimetière, enterré à côté des autres petits villages que la droite a détruits. Voilà. Bon, ça vous dirait du coup d'être un peu plus positif? Ouais! Eh ben ce sera pas pour tout de suite puisqu'on arrive à la réalisatrice. Numéro 2, Andrea Bescon, qui a réalisé le film Les Chatouilles, avec Éric Métayer. Oui, ce même Éric Métayer. Et oui, ce sont une femme et un homme qui ont réalisé ce film, mais m'emmerdez pas, ça compte parce que sinon on va pas s'en sortir. Et ce film aborde l'histoire d'une femme qui a été violée par un ami de la famille lorsque c'était encore une petite fille. Et donc on suit son histoire, on voit comment elle évolue, comment elle s'en sort, avec plus ou moins de difficultés. Et c'est vraiment très la joie du coup. Mais le film est bon, hein, sincèrement. C'est juste qu'il faut s'accrocher. Et à l'époque, quand il est sorti au cinéma, en novembre 2018, j'avais vu la bande-annonce et évidemment ce film m'intéressait. Mais pour autant, comme j'étais pas très au clair dans mon corps et dans ma tête, et d'ailleurs le suis-je aujourd'hui, je ne sais pas, eh ben je me sentais pas encore capable d'aller le voir.
J'ai vraiment mis des années avant de le regarder. Et globalement, je me retrouve bien dans l'héroïne, quoi. Je comprends bien ce qu'elle ressent, je comprends bien ses réactions. Donc c'est un film qui peut aider. Et comme quoi ce film a quelque chose de particulier, j'ai aimé Clovis Cornillac. Bon, je suis désolé Clovis, mais les films que j'ai vus dans lesquels tu as joué, ils n'ont pas été de gros coups de cœur. Mais là, le film est bon et le personnage de Clovis Cornillac est vraiment super. Il incarne le père de l'héroïne et c'est vraiment un papa proche de sa fille, très aimant. La relation est très tendre, très sincère, et c'est bien du coup de montrer autre chose. Parce qu'on aurait pu présenter un père qui viole sa propre fille, parce que ce n'est qu'un homme après tout, et que les papas peuvent être cons et violents quand ils ne sont pas absents. Et la mère qui, au contraire parce que c'est une maman et que toutes les mamans sont des créatures pures et douces, a un comportement exemplaire, et là pour sa fille. Sauf que non, c'est un ami de la famille qui viole la gamine. Le père est formidable et la mère a un comportement absolument immonde. Voilà. Donc on peut se dire que c'est bien de montrer autre chose, mais on peut aussi se dire que ce film retrace le drame de l'enfance d'Andrea Bescon qui a été victime de violences sexuelles. Et quand en plus tu sais que l'héroïne à l'âge adulte est jouée par la réalisatrice elle-même, non mais franchement moi je dis, tout va bien. Ah non, mais il n'y a absolument aucun problème, je me retiens pas du tout de chialer, je me dis pas du tout que ça sert à rien de reprendre des antidépresseurs parce qu'en consommer pendant 2 semaines m'a fait avoir les mains qui tremblent chaque jour comme si j'avais Parkinson. Non, ça va, je gère. Et puis ne vous inquiétez pas, on arrivera bien à dire des trucs positifs à un moment dans cette vidéo. Y a pas de raison. Bon, on y va maintenant parce que vous êtes en train de déprimer ? Allez, on y va maintenant. Numéro 3, Anna Boden. Alors c'est vrai que c'est un cas particulier puisqu'Anna Boden co-réalise ses films avec Ryan Fleck. Et Captain Marvel ne déroge pas à la règle. Il y avait effectivement des réalisatrices solo qui auraient pu s'occuper du film, mais c'est finalement le duo qui a été choisi. Mais bon, du coup, Anna Boden a quand même fait la moitié du taf, donc je la compte. D'ailleurs, Captain Marvel est un film d'auteur. Oui, parce qu'Anna Boden et Ryan Fleck ont réalisé le film. Et l'ont écrit. Et il y avait aussi une 3e personne pour l'écriture. Ça peut paraître étonnant, mais après tout, pourquoi pas ? Et comme j'ai pu l'évoquer, Captain Marvel fait partie des meilleurs films du MCU. Donc s'il y a une vraie bonne vision d'ensemble, moi je dis banco. D'autant qu'il y avait vraiment une volonté de bien faire. Le duo s'est vraiment renseigné pour savoir si c'était crédible qu'une nana de même pas 30 ans puisse être pilote dans l'armée en 1989 par exemple. Et oui, ça l'est. Et puis je me dis que le duo doit connaître un peu les comics puisqu'il y a un petit clin d'œil aux couleurs du costume originel de Captain Marvel, qui est passé chez DC et qui est devenu Shazam. Oui, c'est moi qui ai écrit ça sur Wikipédia. Après, le film n'est évidemment pas parfait. Bon, on peut dire que l'on voit Nick Fury d'un autre œil, lolilol, quand il se montre complètement gaga de gouze. Mais honnêtement, je peux pas lui en vouloir parce que je suis exactement comme ça avec les chats. Donc même si je mène la mission la plus importante de ma vie qui décidera de la survie de l'humanité, c'est vrai que si je vois un chat, je me dis qu'il y a certaines priorités, quoi. Mais bon voilà, il y a quelques petits défauts, quelques touches d'humour dont on aurait pu se passer, mais honnêtement, il y a vraiment pas grand chose à reprocher. Et surtout, comme je l'ai déjà dit, si grâce à ce film, des petites filles se sentent encouragées à être plus ou autre chose que ce qu'on leur demande d'être, moi je dis évidemment oui. Et on a toujours ce putain de plan absolument génial où Carole se relève à tous les âges, où la femme, avec un F majuscule, se relève à tous les âges. Je suis complètement red dingue de ce message, de cette scène et de ce cinéma quelque part, j'ai envie de dire. Ne vous laissez pas faire, mesdames, ne vous laissez jamais faire. Numéro 4, Shonali Bose, qui a réalisé Margarita with a Straw, dont j'ai déjà parlé. Vous vous souvenez ? La jeune indienne bisexuelle atteinte de paralysie cérébrale. Et grosso modo, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. On présente un personnage avec un handicap lourd, mais le film passe super bien. À aucun moment on est dans le stéréotype. À aucun moment on cherche à nous apitoyer. Le film porte juste un regard très honnête sur le handicap. Et il met en avant le fait que c'est une personne normale. Le handicap devient secondaire finalement. Tu peux démarrer le film en ayant des appréhensions, t'as peur de te retrouver en PLS comme quand tu as vu Angel Beats pour la première fois. Mais pour moi, la réalisatrice a fait le meilleur choix possible en plaçant l'humain avant le handicap. Donc bravo. Numéro 5, S.J. Clarkson. Donc elle a réalisé Madame Web, qui est un film d'auteur. Oui, parce qu'elle a aussi écrit le scénario. Pas toute seule, mais quand même. Et encore une fois, pas désolé si vous n'avez pas aimé le film, je n'en dirai que du bien. Ah, vous pouvez compter sur moi pour le défendre bec et ongle. Et j'ai regardé la filmographie de la madame. Clairement, on ne peut pas dire qu'elle n'ait ni talent ni expérience. Elle a réalisé plein d'épisodes de séries. Heroes, Dexter, Ugly Betty, Dr House, Orange is the New Black, Jessica Jones ou The Defender pour ne citer qu'elle. Donc on lui a laissé la chance de réaliser son premier long métrage. Et ce que je trouve dégueulasse, c'est que les studios aient voulu charcuter le film de la réalisatrice. Son premier film. Déjà, charcuter un film c'est dégueulasse, charcuter un premier film c'est encore plus dégueulasse, et charcuter le premier film d'une réalisatrice c'est encore plus vraiment dégueulasse. C'est déjà hyper galère pour une femme de réaliser un film, et toi t'arrives et tu viens bousiller son premier long métrage. Et peut-être même détruire sa carrière au passage parce que le film n'a pas beaucoup rapporté, n'a pas été aimé par la majorité des gens, qui du coup vont s'en prendre à la réalisatrice pour dire que si le film c'est de la merde, c'est de sa faute à elle. Alors que non, et c'est vraiment injuste.
Alors on sait ce que le film aurait dû être à la base, et j'aurais vraiment voulu voir ça moi aussi. Mais dans le film lui-même, il y a un exemple parfait pour dire que les studios ont mis leurs mains sur le projet. C'est quand Cassie retourne au resto. Quand mon meilleur pote a vu cette scène, il trouvait que Cassie passait pour une connasse parce que visiblement elle pourrait abandonner les filles. Sauf qu'en revoyant le film, j'ai vu le problème. Et cette scène est une vision, elle ne se déroule pas en vrai. Comment je le sais? Outre les effets étranges lors de la discussion entre les deux? Eh ben regardez le réveil. Oui alors attention, celui-là il faut le choper. Donc regardez le réveil en grand. Voilà, ça indique n'importe quoi. Ce qui montre que ce qui se passe n'est pas réellement en train d'arriver. Comment je le sais? Parce que juste après cette scène étrange, Cassandra se réveille et là l'heure s'affiche normalement. On est dans le monde réel. Donc dans un film qui n'aurait pas été charcuté, on aurait eu un insert sur l'heure qui indique n'importe quoi. Et là tout de suite, on se serait dit qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Alors peut-être que ça aurait donné trop d'indices, mais le fait qu'on ait gardé le coup de l'heure bizarre mais que ce soit quasiment impossible à remarquer car filmé de loin et furtivement, ça montre qu'il s'est passé quelque chose dans les studios. Après, cette scène peut quand même faire le lien avec ce qu'on a vu plus tôt, avec Scrooge qui demande si l'avenir qu'il voit est ce qui doit se passer ou ce qui pourrait se passer. C'est finalement toute l'idée du film, l'avenir n'est pas écrit. Alors oui, comme défaut, il y en a qui peuvent dire que les gamines sont un peu connes, mais je voudrais rappeler déjà que ce sont des gamines, effectivement, elles viennent de rencontrer une nana, donc elles ne lui font pas forcément confiance. La nana s'absente pendant des heures, donc c'est justifié qu'elle puisse penser qu'elle les a abandonnées. Et le thème de l'abandon revient justement plusieurs fois dans le film. Et puis, à cet âge-là, on ne fait pas forcément les meilleurs choix, les choix les plus rationnels. Peut-être même toi qui regardes cette vidéo, tu agis bien plus connement qu'elles à leur âge. Et puis le film ne dit pas qu'elles ont eu raison. Donc voilà, je ne dis pas que le film n'a aucun défaut, je ne dis pas qu'il est parfait, mais je sens la bonne idée. Et malgré tout, il arrive à me toucher. Il arrive à me faire ressentir des émotions. Donc je continuerai de le défendre. Ainsi que sa réalisatrice qui a vraiment voulu faire du mieux qu'elle pouvait avec toutes les contraintes qu'elle avait, qu'on lui a imposées. Quand on voit tous les clins d'œil aux comics, on sent que la réalisatrice aimait le matériau de base et a voulu le retranscrire en film. Mais encore une fois, elle a fait ce qu'elle a pu. Alors si après tout ça vous n'aimez toujours pas le film, je vous dirai simplement ok, c'est votre droit. Mais ne venez pas dire que ce film c'est de la merde. Ne vous en prenez pas au film. Et surtout, ne vous en prenez pas à la réalisatrice. Prenez-vous-en au studio, mais pas à elle. Numéro 6, Laetitia Colombani. Alors là, pour le coup, j'avais juste évoqué le film La Tresse. Et on peut dire que la réalisatrice connaît son sujet puisqu'elle adapte en réalité son propre roman. Donc pour rappel, on va suivre alternativement une indienne, une italienne et une québécoise. Et puisqu'on n'est plus dans un livre mais dans un film, il faut qu'il y ait tout de suite un impact visuel. Et de ce côté-là, c'est nickel. On démarre le film en Inde, donc on est assez dépaysé, et puis pouf! Quand on passe à l'Italie, le nouveau décor te saute à la gueule parce que les deux pays ne se ressemblent absolument pas. Et l'Italie nous offre un décor plus classique à nos yeux. On se sent plus proche. Et donc, quand on passe au Canada, la transition va paraître plus douce. Parce que même s'il y a un changement de décor, le style visuel est plutôt familier également. Pas exactement dans le même genre que l'Italie, mais quand même, on n'est pas dépaysé. Et aussi, on ne saute pas d'un point de vue à l'autre sans aucun lien. Par exemple, en Inde, on suit la mère qui veut envoyer sa fille à l'école, paf. En Italie, point de vue sur la fille, qui voit son père victime d'un accident, paf. Au Canada, point de vue sur la mère qui va tomber malade, paf. Retour en Inde où l'on suit à nouveau la mère de famille. Bref, il y a toujours quelque chose qui les unit. Notamment le sexisme. Et là aussi, selon le pays, on a des pratiques sexistes très variées. Au Canada, on n'est pas dépaysé, on va retrouver le sexisme au travail. Parce que bon, faudrait quand même pas que la nana ait une carrière trop brillante. En Italie, ce serait quand même pas mal que la fille épouse ce mec-là, qui est riche. Ah c'est un bon parti, donc ferme un peu ta gueule ma chérie. Qu'est-ce que l'amour ? Vous avez 4 heures. Et en Inde, les femmes sont confrontées à des problèmes qu'on n'imagine même pas. Genre emmener sa fille à l'école, c'est la base. Mais là-bas, non. C'est un peu compliqué. Et enfin, comme j'ai pu l'évoquer, pourquoi la drogue? Pourquoi ce putain de titre? Au début, tu es très circonspect, tu te dis, qu'est-ce que le fuck? Et puis, le film avance et quand tu commences à comprendre pourquoi, notamment à la fin, tu te dis que c'est une putain d'idée de génie. Et ça te fait même comprendre pourquoi on alterne entre les 3 femmes. Donc, si vous regardez le film, j'espère que vous direz, quand vous comprendrez le titre, putain c'est génial. Numéro 7. Nia DaCosta, qui a donc notamment réalisé The Marvels. Et c'est clair que pour les extrêmes droitardés, c'est sans nul doute le pire film existant. Non mais vous imaginez? Un film réalisé par une femme noire, qui a pour personnages principaux 3 femmes, dont 2 racisées, qui a comme méchant une femme de couleur, même le mec principal est noir, et même les personnages dans lesquels on est censé s'identifier puisqu'ils participent à l'aventure sans super pouvoir, sont musulmans et ont des origines pakistanaises. Pour le reste, soyons clairs. Ok, c'est pas le meilleur film du MCU, c'est pas un chef-d'œuvre, il est pas parfait ou quoi que ce soit. Mais comme dirait l'autre, faut se calmer. Oui, on peut peut-être regretter une méchante pas si mémorable que ça. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que la meuf veut récupérer l'atmosphère des autres planètes. C'est terrifiant.
Et ça en fait l'une des méchantes les plus dangereuses. L'enjeu est littéralement planétaire. Et puis bon, la réalisatrice aime clairement les comics, elle a eu de bonnes idées, elle a toujours cherché à être créative, Iman Vellani est toujours aussi excellente en Miss Marvel, d'ailleurs on a bien respecté son univers. Je suis également content de revoir Youssouf Khan, parce que j'adore ce personnage et je trouve qu'il est absolument parfait. Et le point le plus important, on a droit à plein de petits chats tout mignons. Donc ça ne peut pas être un mauvais film. Numéro 8, Valérie Donzelli. C'est une belle femme. Alors là, on a vraiment affaire à une réalisatrice super intéressante qui a réalisé pas mal de films. Et qui est française en plus. Le premier film d'elle que j'ai vu, c'est L'amour et les forêts. Et je vous cache pas que j'ai failli arrêter le film au bout de quelques minutes. Pas parce qu'il est mauvais, au contraire. En fait, ce film met en scène une relation toxique. Le mec a de plus en plus d'emprise sur sa femme, il l'isole de plus en plus, il la fait devenir de plus en plus dépendante de lui, etc. Et du coup, au début du film, le connard dit qu'il a été muté. Loin. Sa femme le suit, et c'est là que j'ai failli arrêter. Quand elle apprend qu'il lui a menti. Son taf n'a jamais demandé à ce qu'il soit muté. En fait, c'est lui qui a demandé à être muté. Et donc, à partir de là, t'es juste un connard. Il ment à sa femme, donc j'ai juste envie qu'il aille se faire foutre. Ce sac à merde doit payer. Et le film est dur et on se met bien à la place de la femme, on est désemparé, on ne sait plus quoi faire. Donc le film est bien, mais accrochez-vous. Et sinon, j'ai vu Marguerite et Julien. Et ça faisait littéralement des années, une décennie, que je voulais voir ce film. Et quand vous savez qu'il met en scène une histoire d'amour entre un frère et une sœur, vous devriez tout de suite comprendre pourquoi je voulais à ce point le voir. Et du coup, le film s'inspire librement de l'histoire de Julien et Marguerite de Ravalais. Et c'est effectivement très libre parce qu'à un moment on voit une voiture et un hélicoptère. Mais Julien et Marguerite ont vraiment existé, étaient vraiment frères et sœurs, ont vraiment eu une histoire d'amour et... Bon, je vais pas tout vous raconter, mais on a droit à une belle histoire d'amour incestueux. Alors, belle dans le sens sentiment noble. C'est vrai que le film montre des sentiments très purs, très doux, très tendres. Dès leur enfance, Marguerite et Julien étaient très proches, ils étaient très complices. Et puis regardez-les, ils sont trop mignons. Alors on peut se dire, un frère et une sœur qui s'aiment, ils sont consentants, respectueux, ils font de mal à personne. C'est cool. Mais on peut aussi se dire, ouais non, je suis pas chaud par leur histoire d'amour. Je pense que c'est mieux de marier la fille de force à un gros mec dégueulasse bien plus âgé qu'elle qui va la séquestrer, la battre et vouloir la violer. C'est beau l'histoire, hein? Non, parce que ça se passait vraiment comme ça, hein? C'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a eu pas mal de mariages incestueux pour préserver le sang et tout, mais si on évitait l'inceste, le scénario c'était ça. Bon alors, je suis riche et j'ai un fils, et toi t'as un grand royaume et t'as une fille. Y a peut-être moyen de s'arranger, non? Je te file un peu de thunes, et en échange j'agrandis mon territoire, ça le fait, non? Alors certes, nos enfants ne se connaissent pas, ne s'aiment pas, et il y aura du viol conjugal tous les jours, mais entre nous, l'amour, c'est quand même un concept vachement mainstream, non? Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais du coup, si vous avez été attentif à ce que j'ai dit au début, vous devriez vous dire « Mais comment, toi connard qui n'a vu que 2 films, sais-tu que c'est une réalisatrice super intéressante qui a réalisé pas mal de films ?» Eh ben, justement. Voilà pourquoi je n'aborde pas toute la filmographie des réalisatrices. Parce que, à contrario des macronistes et des fachos qui parlent de travail, moi je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Si je n'ai pas vu les autres films, je préfère éviter de dire des conneries. Ça m'obligerait à marcher sur des œufs à chaque fois. Ou faire comme Zemmour et regarder Wikipédia juste avant mon intervention pour avoir l'air cultivé alors que je suis con comme une bite. Et donc, d'après Wikipédia, le premier long métrage de Valérie Donzelli est La Reine des Pommes. Libérée, délivrée, je ne mangerai plus jamais, vous connaissez la chanson. T'as une nana qui se fait quitter par son mec, Mathieu, et sa cousine lui conseille, pour tourner la page, de coucher avec d'autres mecs. Et non seulement les 4 mecs sont joués par le même acteur, Jérémy Elkaïm, mais les 3 autres mecs s'appellent Pierre, Paul, Jacques. Et donc je trouve ça extrêmement drôle. Elle a également réalisé La guerre est déclarée, qui raconte l'histoire d'une mère et d'un père qui ont un gamin qui a une tumeur. Mais attendez, c'est pas fini! Parce qu'un gamin qui a un cancer, c'est drôle! Mais ça l'est encore plus quand tu sais que c'est véritablement arrivé dans la vraie vie véritable de tous les jours! Parce que la mère et le père, ce sont Valérie Donzelli et Jérémy Elkaïm! Et le gamin, c'est Gabriel Elkaïm! Le fils de Valérie et Jérémy! Et donc, Valérie et Jérémy ont écrit ce film, qui raconte leur histoire, avec leur vrai gamin atteint d'un cancer! C'est pas trop génial? Ouais, non, du coup, vous comprenez pourquoi je suis pas chaud pour ce film. C'est peut-être un peu too much pour moi. C'est vrai que dès que ça touche aux enfants, perso, j'ai un peu beaucoup de mal. Enfin bon, je vais pas tout détailler. Elle a aussi réalisé Main dans la main, Notre-Dame, à pied d'œuvre. Donc voilà, j'ai pas vu énormément de ses films, mais je trouve ça super cool qu'elle en ait réalisé plein. Que ce soit une réalisatrice connue et reconnue. Et je salue son audace pour oser aborder des thèmes dont personne ne parle. C'est clairement une femme courageuse qui n'hésite pas à traiter de sujets délicats. Et franchement, je dis bravo. Numéro 9. Greta Gerwig, qui a notamment réalisé Barbie, que j'ai déjà évoqué. Il est intéressant, notamment sur le paradoxe « Toi, petite fille, tu peux faire tous les métiers que tu veux, comme Barbie, donc c'est bien. Et en même temps, toi, petite fille, complexe, parce que tu ne pourras jamais avoir une plastique parfaite comme Barbie, donc c'est moins bien. »
Alors le film n'est pas parfait, mais il est très cool. Il a été très bien accueilli et surtout il a cartonné au box-office. Mais il n'a pas eu que des critiques positives. Il s'est notamment fait attaquer des deux côtés, aussi bien par des féministes que par des anti-féministes. Alors féministes, moi je dirais plutôt pseudo-féministes. Et les anti-féministes, je pense qu'on peut dire les sexistes, les masculinistes, les misogynes, les connards, les sacs à merde. Enfin bon, on va avancer un petit peu quand même. Donc t'as un camp qui dit que c'est du féminisme superficiel, quand l'autre parle de propagande féministe. Alors autant la vie des abrutis, je m'en carre le cul, je pense que c'est aussi intéressant que de savoir quelle est la taille de mes chaussettes, mais pour les connes, je vais parler au féminin, désolé, c'est juste qu'elles n'ont rien compris. Et un jour, complètement par hasard, je suis tombé sur le tweet de cette meuf pas du tout chill qui s'appelle « Mais si !» que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Barbie, c'est du féminisme pop ultra simpliste, et c'est pour ça que le film est génial. C'est le kit de démarrage du féminisme, basique et évident pour ceux qui ont déjà les notions, mais révolutionnaire pour ceux qui en avaient cruellement besoin, notamment des mères de famille. Et c'est exactement ça. Tout est merveilleusement bien résumé, simple, basique, efficace. Je vous avais notamment déjà parlé de l'impact qu'avait eu ce film sur les couples, comme quoi il y avait eu un certain nombre de séparations. On avait eu des personnes qui s'étaient quittées d'un commun accord, une nana et un mec qui s'étaient rendus compte que ça ne collait pas entre eux, que ça ne marchait pas, et aussi des femmes qui avaient réalisé qu'elles étaient dans une relation toxique avec un putain de gros connard de merde. Et le fait que ce tweet évoque les mères de famille, c'est totalement vrai, parce que des femmes de 40, 50, 60 ans n'ont pas eu cette culture du féminisme, de l'égalité homme-femme, contrairement aux filles ou aux jeunes femmes, qu'elles aient 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. Ce qui, bien évidemment, ne veut pas dire que tout est parfait aujourd'hui et qu'aucune mère de famille n'est heureuse ou n'a un mari respectueux. Et justement, ma mère m'avait appelé plus tard pour me dire « Tiens, il y a le film Barbie qui est sorti, il est bien, il parle de féminisme, je pense qu'il pourrait t'intéresser. » Comme si c'était quelque chose de révolutionnaire. Alors que moi, je lui ai simplement répondu « Oui maman, évidemment que je l'ai vu dès sa sortie. » Encore une fois, il faut pas oublier que des femmes, et notamment des mamans, peut-être même les vôtres également, vivent dans des situations anormales, mais pensent que ces situations sont normales. Vous savez, l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est sa maison, avec son mari. Peut-être que vos mamans ont vécu cette formidable période où le mec pouvait casser la gueule de sa femme, mais c'était pas bien grave parce qu'il fallait quand même la discipliner. Ou alors, puisqu'ils sont en couple, ils doivent bien pratiquer le sexe. Vous savez, hein, el famoso devoir conjugal. Voilà, un petit viol tous les jours parce que l'homme a des besoins et puisqu'il est en couple, bah il faut que la femme se bouge un peu, quoi. Il faut qu'elle joue son rôle. Voilà. C'est sympa. Donc, retenez bien ça. Le sexisme, c'est pas bien. Et vous vous rendez compte tout de suite que quand on ne nous apprend pas certaines choses, on a du mal à mettre des mots sur ce que l'on aimerait réellement exprimer. Numéro 10, Catherine Hardwicke. Alors j'ai déjà eu l'occasion de parler de ces deux films qu'elle a réalisés. 13 est un film extrêmement dur avec une mère ancienne alcoolique qui a du mal à joindre les deux bouts et sa fille qui a, si vous êtes bilingue, 13 ans et qui est liée à du sexe, à de la drogue, à du vol, à de l'automutilation. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je suis pas bien devant ce film. Qui n'est pas mauvais, hein, mais c'est juste que non. Et pour rappel, pour ajouter un peu de glauque à tout ça, parce que je trouve qu'il n'y en avait pas assez jusque-là, l'histoire est inspirée de la jeunesse de la co-scénariste et actrice Nikki Reed, qui joue dans ce film, et qui jouera plus tard Rosalie dans Twilight. Donc voilà, si vous voulez le tenter, accrochez-vous. Moi, c'est juste que j'aime les papillons. Et pour Twilight, donc, je l'ai dit, le film est très beau, basé sur les sens, les émotions, la nature, la musique. La réalisatrice a vraiment fait du mieux qu'elle pouvait, et encore une fois, elle a ajouté un filtre sur l'image. Et c'est la seule à avoir fait ça dans la saga. Ce qui est cohérent avec l'ambiance tristounette du patelin et donc la présence de vampires en plein jour. Et ce qui offre donc une petite particularité visuelle à ce film. Sinon, j'ai regardé la filmographie de Catherine Hardwicke et j'ai vu qu'elle a quand même sorti pas mal de films. Donc c'est cool. Numéro 11, Jeanne Herry. Alors j'ai mis des années, littéralement plus d'une décennie, pour voir son premier long métrage, Elle l'adore, qui est un bon film, et qui met en scène une nana totalement fan d'un chanteur. Et un jour, celui-ci va tuer accidentellement sa femme et va demander à cette fan de l'aider. Alors, si vous n'avez pas vu ce film, j'ai envie de dire, ne vous fiez pas à ce que vous croyez savoir. Par exemple, j'avais entendu dire que le film parlait d'érotomanie, donc je trouvais ça cool, c'est un thème qui m'intéresse. Alors pour rappel, l'érotomanie est un terme médical, c'est quand tu es persuadé qu'une personne est amoureuse de toi. Alors que dans le film, pas vraiment en fait. Muriel est certes une fan inconditionnelle, qui a des photos du mec partout chez elle, qui va à tous ses concerts, qui lui écrit des lettres, etc. Mais elle est plus un petit peu farfelue avec un petit côté mythomane. Et mythomane de manière générale, pas spécialement par rapport au mec. Donc la considérer comme érotomane, bof quoi. Obsessionnelle, oui. Et encore on a vu pire. Érotomane, non. Et ensuite, je ne sais pas ce que Wikipédia a fumé, mais non. Ce n'est clairement pas une comédie dramatique. Thriller, oui. Drame, je suis d'accord. Comédie, mon cul. Maintenant, dès que tu sors un film et que t'as 2-3 passages un peu plus légers que d'autres, tout de suite on décrit ça comme une comédie.
Eh bah putain, si on prétend ça, ça explique la gueule de certaines comédies. Elle a aussi réalisé Je verrai toujours vos visages, qui raconte 2 histoires en parallèle. Celle d'une nana qui a été violée par son frère quand elle était plus jeune. Voilà, génial. Et celle de plusieurs personnes, des victimes et des délinquants, qui discutent, essayent de se réparer, etc. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le film est très positif. En fait, ça m'a tout de suite fait penser à L'Ange Bleu, qui ne s'est pas du tout reconverti en cabaret. Écrivez L'Ange Bleu Association et vous trouverez. En fait, L'Ange Bleu, c'est une association que je connais depuis un moment, à qui je fais des dons depuis un moment, et qui s'occupe de la protection de l'enfance. En tant que tel, vous pouvez me dire, rien d'original, malheureusement. Mais sauf que si en fait, parce qu'elle fait notamment de la prévention auprès de pédophiles, de personnes qui ont peur de céder. Ça fait comme de la thérapie de groupe. Des victimes, des personnes qui ont peur de passer à l'acte, des personnes qui sont passées à l'acte peuvent se retrouver et discuter. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de lutter contre la pédocriminalité. Car déjà, je le répète, pédophile et pédosexuel, ce sont 2 termes différents qui ne doivent absolument pas être confondus. Et là, l'Ange Bleu fait énormément de prévention. Une personne qui a eu une relation avec un adulte étant jeune, qui éprouve de l'attirance pour des enfants, qui consomme de la pédopornographie sans forcément être attiré par les enfants, qui a été victime, qui est pédophile, etc. Tout le monde sera écouté. Alors il y a aussi l'Enfant Bleu qui existe, qui propose également des groupes de parole, mais c'est plutôt uniquement pour les enfants et les adultes victimes de maltraitance dans l'enfance. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Eh bien parce qu'en France on fait un peu beaucoup de la merde. C'est-à-dire qu'on fait une politique de droite. C'est-à-dire que c'est uniquement quand le problème est survenu qu'on va essayer de faire en sorte qu'il ne se reproduise plus. Alors que la gauche essaye de résoudre le problème à la base. Essaie de faire en sorte que ce problème n'arrive jamais. Donc quand des gens découvrent Je verrai toujours vos visages et se disent « Waouh, putain, la justice restaurative, c'est génial, c'est révolutionnaire cette méthode, il faut absolument qu'on essaye ça !» Ben moi en fait je suis pas surpris outre mesure, parce que je connais l'Ange Bleu. Encore une fois, la répression ça ne marche pas. Ce qui compte c'est l'éducation, la prévention. Ah c'est génial. Un enfant a été violé, la droite te dit « Vous inquiétez pas, on a arrêté la personne qui a fait ça, elle fera 3 ans de prison. » Waouh, super! En sortant de prison, la personne recommencera et l'enfant qui a été violé est parti pour 30 ans de psychothérapie à moins qu'il se tire une balle dans la tête avant. Mais merci la droite! Alors que tant qu'à faire à gauche, on fait tout pour que cet enfant ne soit pas violé à la base. Ce qui me semble quand même un peu mieux. Vous me dites en commentaire si vous avez compris de quel bord politique je suis. Numéro 12, Patty Jenkins. Eh ben déjà, dès son premier long métrage, Monster, Patty Jenkins avait déjà une vision. Et c'est clair qu'il faut s'accrocher. Parce qu'on a affaire à une femme qui se prostitue pour survivre, qui va rencontrer une jeune lesbienne, et qui, n'arrivant pas à trouver un travail classique, va retourner dans la prostitution. Sauf qu'elle va se faire méchamment violenter par un client, mais elle va réussir à le tuer. Et à partir de là, elle devient une tueuse en série. Et ce film s'inspire de la vie d'une véritable tueuse en série. Et ce film, je l'ai vu, et je ne le verrai plus, parce que l'héroïne, si je puis dire, va toujours de plus en plus loin. Mais le film n'est pas mauvais, loin de là. C'est juste qu'il est extrêmement malsain. Mais soyons sérieux. Si Patty Jenkins est connue de tous aujourd'hui, c'est pour un autre film que vous avez déjà en tête. Et donc, des années après Monster, Patty Jenkins s'est attaquée au monde des super-héros. Oui, je sais à quel film vous pensez, mais là où ça me gave, c'est qu'elle aurait dû réaliser un film de super-héros sorti plus tôt. Parce que si vous le savez pas, elle aurait dû réaliser Thor le monde des ténèbres. Et je vous cache pas que j'aurais largement préféré voir la version de Patty Jenkins. Je dis pas que son film aurait été parfait, mais il aurait été clairement meilleur. Ce qui n'est pas dur puisque pour moi Thor 2 est le pire film du MCU. Voilà, ça c'est dit. Donc oui, je pense que beaucoup connaissent Patty Jenkins grâce à Wonder Woman. Mais il faut se rappeler la pression qu'elle avait à l'époque. Non, parce que vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais non seulement il n'y avait pas énormément de films de super-héroïnes avant Wonder Woman, mais en plus, il n'était pas spécialement apprécié par la critique. Du coup, on se disait que si une femme était incapable de réaliser un bon film de super-héroïne, ben ce serait définitivement mort quoi. Alors ce on, c'est pas moi hein, mais je voulais juste vous rappeler la mentalité de 2017. 2017, putain. Mais heureusement, le film a été un grand succès. Et clairement, grâce à ce film, aujourd'hui, on a bien plus de films de super-héroïnes. Et on peut dire que oui, un film de super-héroïne peut être aussi bon qu'un film de super-héros. Et qu'une réalisatrice peut être aussi douée qu'un réalisateur. Et du coup, est-ce qu'on sent que Wonder Woman a été réalisé par une femme ? Eh ben, oui et non. Et que ce soit oui ou que ce soit non, en fait, c'est que du positif. Oui, on sent que c'est une femme, comme j'ai déjà pu l'évoquer, pour l'humour notamment. Ou pour certaines scènes qui sont plus douces, plus posées. Alors que ça aurait été plus cru si ça avait été réalisé par un homme. Mais aussi, non. On ne sent pas que c'est une femme, notamment pour les chorégraphies et toutes les scènes de baston, en fait. Donc c'est cool. Patty Jenkins a vraiment tout compris. Et elle a ouvert la voie à plusieurs réalisatrices et à plusieurs bons films de super-héroïnes. J'ai déjà évoqué plein de points positifs, donc maintenant, il est temps de dire que le film n'est pas parfait. Notamment
notamment parce que les studios adorent foutre leur nez un peu partout, mais aussi à cause du personnage de Charlie. J'ai vraiment vu personne en parler, mais je suis désolé, Charlie ne sert à rien. Alors c'est bien beau de le voir faire des cauchemars ou de le voir chanter, mais il n'effectue absolument aucune action qui fait avancer le film. Sa spécialité c'est le tir, mais il ne tire jamais. Et en plus il est un peu caricatural et pas spécialement agréable. Mais sincèrement, retirez-le du film, ça ne change rien. Le film en est lui-même conscient. Le personnage lui-même le dit. Et une fois que vous l'avez remarqué, vous ne voyez plus que ça. Donc voilà, gros mystère autour de ce personnage. Mais on a aussi eu droit à Wonder Woman 1984, qui est un film d'auteur. Oui, parce que Patty Jenkins a réalisé le film, mais elle a également écrit. Pas toute seule, mais quand même. Et donc personne n'a été foutu de relever les défauts, notamment de continuité avec Wonder Woman qui vole ou qui s'est détourné de l'humanité il y a 100 ans, mais en restant assez proche quand même. Mais bon, de toute façon, à part la Sainte Trinité, Man of Steel, Batman v Superman et le Justice League de Zack Snyder, je considère que tous les autres films font partie d'un autre univers. Suicide Squad et Wonder Woman auraient pu faire partie de celui-là si les studios ne s'en étaient pas mêlés. Mais bon, je sais que certaines personnes trouvent l'intrigue liée à la pierre un peu brouillonne, il y a aussi un problème avec le début du film, carrément, parce que Diana est trop jeune. C'est con, il suffisait juste de prendre une jeune actrice un peu plus âgée, une adolescente et pas une enfant. Non, parce que dans le premier film, Hippolyte voulait surtout pas que Diana apprenne à se battre, qu'elle fasse quoi que ce soit. Donc se battre, non. Par contre, participer à des Jeux Olympiques que personne ne peut voir où tu peux te faire extrêmement mal, ça c'est bon. D'ailleurs, le message marche pas très bien, je trouve. Ouais, t'aurais pu gagner, mais t'as triché, ça triché, c'est la vérité, donc voilà quoi. C'est un peu capillotracté et ça rentre au forceps, je trouve. Et puisque c'est justement ça, la morale du film, bah le climax, ouais, vous faites des vœux, mais c'est triché, du coup, la vérité... Ouais, ça marche pas trop, je trouve. Alors c'est sûr que quand c'est formulé comme sur Wikipédia, tout ce qui en vaut la peine doit être obtenu honnêtement. Oui, effectivement, ça marche mieux. Mais quand tu as passé le début du premier film à répéter qu'il ne fallait surtout pas que Diana apprenne la vérité sur ce qu'elle était et tout le bordel, j'avoue que ce discours sur la vérité très maladroitement formulé me fait un peu mal au cul. Et enfin, oui, on y arrive, ce que tout le monde attend depuis le début, le point qui a le plus fait polémiquer et que je n'avais même pas repéré lors de mon premier visionnage, le corps du mec violé par Diana. Alors c'est plutôt cohérent avec son personnage puisque dans ce film, Diana agit parfois comme une connasse. Parce que je veux bien voir des mecs relous, ne sortez pas cette phrase du contexte, mais là Diana envoie chier ce pauvre gars qui discute juste avec elle, mais par contre elle va allègrement l'utiliser quand elle aura besoin de lui, et elle le laissera tomber sans lui dire au revoir dès qu'elle en aura plus besoin. Le respect est mort. Donc qu'elle viole le corps du gars, eh ben, c'est bizarre. Clairement, faire juste réapparaître Steve comme ça et non dans un autre corps, comme la pierre en a le pouvoir, ça aurait évité bien des polémiques. Alors soyons clairs, évidemment que Patty Jenkins ne dit pas que discuter avec une femme c'est mal, mais violer un homme c'est bien. En fait, elle voulait simplement s'inspirer du trope de l'échange de corps qu'on pouvait voir dans des films des années 80. Le problème, c'est que si Steve atterrit dans le corps du mec, le mec, il est où? Parce que Steve est mort depuis un moment. Et puis, le plus gros problème, c'est que non, on ne couche pas avec une personne sans son consentement. Et dire que certains tropes ne sont plus politiquement corrects, comparés aux années 80 en l'occurrence, c'est pas une bonne défense. Déjà parce qu'un trope, c'est pas forcément bien. La demoiselle en détresse ou la femme dans le frigo, désolé mais on a connu mieux. Ensuite, certes, les mentalités évoluent, mais dans les années 80 aussi, ça pouvait choquer. Et puis, même sans remonter jusqu'à aussi loin, il y a une série qui a fait ça. Buffy contre les vampires, saison 4, 16e épisode, une revenante partie 2, ou Who Are You en version originale, sorti au début de l'année 2000 aux États-Unis. Parce que là aussi, il y a un échange de corps, et là aussi on couche avec le corps d'une personne sans son consentement. Alors le mec n'était pas au courant, par contre la meuf qui a échangé de corps, elle était bien au courant, et elle en a bien profité. Et curieusement, l'autre meuf qui s'est fait violer du coup, elle va pas bien du tout quand elle apprend ce qui est arrivé à son corps. Donc ce genre de scène était aussi choquant en 2000. Donc si 20 ans plus tard, il y a personne qui s'est dit que cette scène allait poser un problème, eh ben effectivement ça pose un problème. Mais bon, malgré tout ça, j'aime ce film. Et j'avais pas forcément repéré tous les défauts lors de mon premier visionnage, parce que j'étais assez pris dans le film. Et depuis, je l'ai regardé un paquet de fois. Et j'ai également déjà eu l'occasion de citer plein de points positifs. Et même au-delà de ça, et je pense que je vais en choquer plus d'un, mais je me remate plus facilement Wonder Woman 1984 que Wonder Woman. Je sais pas si je suis le seul, mais des fois c'est comme ça. Quand bien même tel film est objectivement meilleur, je vais plutôt préférer regarder sa suite ou autre. Est-ce parce que la Première Guerre mondiale ne m'a jamais intéressé? Est-ce parce que comme le film est bien, les défauts ressortent davantage et m'énervent plus? Alors qu'en comparaison, je sais que la suite est moins réussie, donc je cherche moins à pinailler? Je ne sais pas. Mais alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que là, pour une réalisatrice que j'aime, je lui en mets quand même plein la gueule. Mais regardez-moi tous les abrégés que j'ai fait. Les jeux King
Kingdom Hearts, les films Harry Potter, l'Attaque des Titans, Angel Beats, Death Note, Oreimo, Persona 5, Blend S, Mirai Nikki. Je ne tape, entre guillemets, que sur des trucs que j'aime. C'est justement parce que j'aime ces œuvres que je vais me moquer de leurs erreurs, de leurs incohérences, etc. Jamais de la vie j'abrège une œuvre que je déteste. Et faire une critique sur une œuvre nulle à chier, ça peut être rigolo pour le public, mais pour moi c'est juste chiant. À moins d'avoir de vrais bons gags pour mettre en avant la débilité de l'œuvre, je passe juste 3 heures à gueuler dans une vidéo. Et c'est pas bon pour ma santé. Alors je sais que Patty Jenkins ne verra jamais ma vidéo, mais c'est l'idée. Tu fais de bons films, mais tu fais également des erreurs. Eh ben tant pis, ça te permet justement de t'améliorer. Numéro 13, Jennifer Kent. Bon alors là pour le coup je vais vraiment pas m'attarder parce que je parle tout le temps de Mr Babadou qui est pour dire à chaque fois les mêmes choses. Tout est incroyable, les performances, l'ambiance, les décors, les couleurs. Franchement pour un premier long métrage, Jennifer Kent a géré grave. Toutes mes félicitations. Numéro 14, Mai Wen, qui a réalisé Police dont j'ai déjà parlé. C'est un excellent film, très fort, très dur, très émouvant. Mais la dernière fois, comme le but était de valoriser le film, eh ben je ne dis que du positif. Donc maintenant parlons du défaut du film. Qu'il n'y ait pas de fil rouge clair avec les histoires des enfants, ce n'est pas un problème pour moi. Le fait que leurs histoires n'aient pas de conclusion, ce n'est pas non plus un problème. C'est même au contraire plutôt réaliste, je trouve. Des histoires comme ça peut prendre du temps, il y a des conclusions satisfaisantes, d'autres non, des fois ça reste en suspens. Non, le seul vrai défaut de ce film, et c'est extrêmement dommage vu la vidéo que je suis en train de traiter, c'est la réalisatrice elle-même. On axe parfois beaucoup trop le film sur son personnage, et on s'en fout. Ce n'est pas le centre du film. On ne devrait pas avoir tous ces éléments sur elle. On ne devrait pas avoir des plans sur les membres de sa famille. On s'en fout de son histoire. Et le pire, c'est que là, le film, il reste assez raisonnable. Mais regardez les scènes coupées, elles tournent presque toutes autour du personnage de Mai Wen. Ça veut dire qu'à la base, ce personnage qui a un background dont on se fout était censé apparaître beaucoup plus que ça. Donc le film a énormément coupé de scènes où Mai Wen devait apparaître. Et je suis désolé, ça fait juste l'ego mal placé de la réalisatrice. Et autant elle nous fait bien comprendre qu'elle a juste envie de se taper Joe Star, autant pour le reste, concrètement, y a rien. Mais attention à ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Heureusement qu'il y a son personnage. C'est une excellente idée. Parce que comme c'est une photographe qui est envoyée dans cette unité pour faire un reportage photo, elle découvre ce milieu qui lui était inconnu. Donc quelque part, son personnage, c'est nous. On se met à sa place et on découvre des moments de joie, de tristesse, de colère avec elle. Donc voilà, son personnage est très bien. C'est juste son traitement qui pose un petit problème. Et oui, ça reste un petit problème. C'est un défaut, mais ça n'empêche pas le film de fonctionner. Le film est toujours aussi excellent. Numéro 15, Maria Schrader. Aucun lien, elle est fille unique. Donc elle a notamment réalisé le film She Said, qui est une adaptation du livre du même nom, écrit par 2 journalistes du New York Times. Pourquoi je fais toutes ces précisions ? Pourquoi je trouve ce film intéressant ? Pourquoi je pense que c'est important d'en parler ? Parce qu'il revient sur l'enquête journalistique de 2017 qui a révélé l'affaire Harvey Weinstein. Donc pour rappel, Harvey Weinstein c'est un... Comment dire sans être grossier ? C'est un sac à merde qui s'est dit « Tiens, je pense que le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, les viols, c'est cool. » Sauf que, en réalité, non, c'est pas très cool. Et je sais que, mine de rien, 2017, ça commence à dater, mais je pense que MeToo, briser le silence, débattre sur les violences faites aux femmes, s'interroger sur le statut des femmes dans la société, etc., restent des éléments importants, très importants. Et le combat n'est pas fini, donc on doit continuer à en parler. J'aimerais qu'il n'y ait plus aucun problème, mais tant que le sexisme existera, tant que cette société patriarcale existera, tant que ce système pourri jusqu'à la moelle qui protège les agresseurs et bâillonne les femmes existera, on devra continuer à dénoncer tout ça. Et donc, aborder ce film qui retrace les investigations de ces 2 journalistes sur ce gros porc me semblait important. N'oublions pas, ce sont des victimes réduites au silence. Ce sont des victimes qui ont vu leur vie personnelle et professionnelle bouleversée. Ce sont des victimes que vous connaissez forcément. Si je ne parle que des victimes déclarées, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on en dénombre 93. Et j'allais dire que vous en connaissez forcément au moins une, mais en réalité, je pense que vous en connaissez forcément au moins plusieurs. Et même non, je ne pense pas. J'en suis sûr. Je l'affirme. Et encore une fois, mesdames, vous n'êtes pas seules. Et vous êtes incroyablement fortes et courageuses. Donc je suis content d'avoir pu voir ce film. C'était intéressant, les actrices étaient très bien. Et la réalisatrice a fait du bon boulot, tout simplement. Ouais, j'avais prévenu que c'était pas très la joie, cette vidéo. Numéro 16. Kate Shortland. Bon, elle a réalisé Black Widow, j'en ai déjà parlé, c'est un bon film féministe. Et petit bonus, comme pour tout le monde je pense, c'est avec ce film que j'ai appris qu'on ne disait pas Budapest, mais Budapest. Et moi j'aime quand les films m'apprennent des choses. Mais bon, du coup, c'est juste que rétrospectivement, dans Avengers, quand on parle de Budapest, Black Widow devrait plutôt dire Budapest, puisqu'elle sait qu'on doit prononcer comme ça, ta gueule. Mais en fait, le seul vrai défaut du film, et ça tout le monde l'a relevé, c'est qu'il arrive un peu trop tard. Le film est très cool, et depuis
depuis le début, je voulais un film sur Black Widow. Mais en le sortant après Endgame, c'était plus vraiment le bon moment. On savait déjà ce qui allait arriver à Black Widow, ou ce qui n'allait pas lui arriver. Et sinon, petite parenthèse, ça me fait beaucoup rire, ou pas, de voir autant de gens râler sur Red Guardian dans Thunderbolts. Donc dans ce film, vous le trouvez chiant, mais dans Black Widow, vous le trouviez cool. Alors que les gens, je sais pas pourquoi vous avez changé d'avis, il a toujours été chiant ce personnage. Numéro 17, Sam Taylor Johnson, qui a notamment réalisé 50 nuances degrés, et j'en ai déjà parlé. La réalisatrice a vraiment fait un super bon boulot, tant au niveau du montage, des couleurs, etc. Après, au niveau des avis, j'ai entendu absolument tout et son contraire, venant de personnes qui avaient lu le livre, qui pratiquaient le BDSM, etc. Il y en a qui trouvent que le livre est mieux, d'autres que le film est mieux. Bon, c'est super pour s'y repérer. Moi, j'ai une façon de voir les choses un peu particulière. Alors, j'avais aimé aussi bien le livre que le film. À l'époque, quand 50 nuances degrés était sorti, il faisait vraiment parler de lui, comme quoi, notamment, il était très excitant. Et j'avoue que ça avait attisé ma curiosité. Je l'avais acheté, je l'avais aimé, et du coup, j'avais immédiatement acheté ces deux suites quand elles étaient sorties. Et puis, plus tard, le film est sorti, j'avais passé un bon moment devant. Et puis, j'ai eu quelques déboires qui ont fini par aboutir à une prise de conscience de ma part. Et j'ai commencé à réaliser que ces dernières années, durant mon enfance, j'avais été abusé sexuellement. Plusieurs fois. Ce qui fait que je me suis mis à porter un autre regard sur les choses. Et j'avais voulu relire 50 nuances degrés. Je peux vous assurer que je n'ai pas réussi à le terminer. Ce qui est extrêmement rare, parce qu'en fait, les scènes de sexe me gonflaient. Ce qui m'excitait avant, quand je n'avais pas pleinement conscience des abus sexuels que j'avais subis, maintenant ça me saoulait. Non pas que ça me dégoûtait, mais j'avais plutôt envie de passer à autre chose. J'avais envie de sauter des pages. Et du coup, le film, l'adaptation a fait un super boulot, je trouve. Parce que quand tu fais un film, quand tu adaptes un bouquin, il te faut faire des choix. Et en l'occurrence, tu ne peux pas garder toutes les scènes de cul. Donc tu dois aller à l'essentiel, montrer celles qui ont du sens, qui ont de l'importance, qui ont un impact. Ce qui laisse du coup plus de temps à l'histoire d'amour de se développer. Elle n'est pas écrasée par les scènes de cul. Et comme de fait je suis plus team amour que team sexe, ça me va très bien. Est-ce que j'ai réussi à relire le livre? Non. Est-ce que j'ai réussi à revoir le film? Oui. Et je pense que la réalisatrice a vraiment fait les meilleurs choix possibles. Et je ne parle pas que pour moi dans mon cas précis. C'est un film classique, disons, mettant en scène une histoire d'amour, agrémentée de quelques scènes de sexe. Et non l'inverse. Ce n'est pas un film de cul avec un peu de scénario d'amour distillé par-ci par-là. Ce qui correspondrait du coup à peu près n'importe quelle vidéo porno en fait quand j'y pense. Après, on aime ou on n'aime pas, bien sûr, il y a aucun problème, chacun ses goûts. Mais ne pas regarder le film et dire que c'est de la merde parce que machin a dit que c'était de la merde, voire mieux, parce que ça fait bien de dire que c'est de la merde, désolé, mais c'est ce comportement qui est à chier. Et surtout, je ne peux pas accepter les arguments hypocrites. Qu'on dise que la relation est déséquilibrée, pourquoi pas. Qu'on dise que le mec est toxique, je veux bien. Mais par contre, si vous dites ça de 50 nuances degrés, dites-le pour à peu près tous les autres films. Parce que des films avec des mecs qui se comportent comme des merdes avec les femmes, il y en a plein. Des fois c'est gros et des fois c'est plus subtil. Et donc vicieux, y compris dans des histoires d'amour. Ou du coup c'est sexiste mais ça paraît normal. Et je peux encore moins accepter les arguments sexistes. Qui du coup ne sont pas des arguments. Parce que là, grosso modo, à part déclarer que c'est du porno pour maman, y a pas grand chose à dire. Et c'est quoi votre problème du coup? Qu'on écrive des livres à destination des femmes? Qu'on écrive des livres érotiques à destination des femmes? Que ces livres à destination des femmes soient des succès planétaires? Qu'il y ait une héroïne? Que l'héroïne essaye de rendre l'homme moins contrôlant et plus doux? Qu'une femme puisse avoir des fantasmes, envie d'explorer d'autres choses un peu plus coquines que seulement le missionnaire tous les vendredis soirs à 18h pendant que les enfants font les devoirs en vacances scolaires? Ça vous emmerde vraiment tant que ça que pour une fois on fasse une œuvre pour les femmes? Vous avez pas déjà un milliard d'œuvres sur lesquelles vous pouvez vous branler? Vous avez pas déjà un milliard d'œuvres sexistes donnant une image dégradante de la femme sur lesquelles vous pouvez vous branler? Vous êtes si pathétique que ça? Et sinon, pour l'anecdote dont tout le monde se fout, comme je me contrebranle de l'actualité people et tout, je pensais que Sam Taylor Johnson était la mère d'Aaron Taylor Johnson. Alors une maman qui aime vraiment beaucoup son fils, donc c'est cool, mais en fait non, ils sont en couple. Et je trouve ça super. Sam Taylor Wood a ajouté le nom Johnson de son mari, Aaron Johnson a ajouté le nom Taylor de sa femme, l'acteur dit qu'elle lui a sauvé la vie, c'est un couple assumé où la femme est plus âgée et l'homme plus jeune, c'est un beau couple, c'est une belle relation, il a tout compris, elle a tout compris. Donc voilà, c'était tout. Si jamais il y a une madame qui cherche à avoir tout compris, qu'elle n'hésite pas à écrire un commentaire. Numéro 18, Alice Winocourt. Bon, c'est pas non plus la réalisatrice de la joie parce que les événements du film Revoir Paris font penser aux attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. D'autant que le frère de la réalisatrice y était et il a survécu. D'ailleurs, le film lui est dédié. Et c'est ça l'idée. On a le personnage de Virginie Efira qui se trouve dans un resto et celui-ci est soudainement attaqué par des terroristes qui mitraillent tout ce qui bouge. Donc la nana est traumatisée, elle est partiellement amnésique, elle passe son temps à la campagne puis elle décide de revoir Paris. Elle cherche à comprendre ce qui s'est passé. Alors bon, je vais pas tout dévoiler, mais j'imagine bien que vous pouvez deviner qu'on va aborder les souvenirs
souvenirs qui nous font défaut, les reproches que l'on fait à d'autres alors que nous en sommes responsables, le rapprochement des victimes quand des personnes qui n'ont pas vécu ça ne parviennent pas à comprendre ce que les victimes traversent, etc. Donc je vous cache pas que le film est dur. Et Virginie Efira est parfaite comme d'habitude. Donc ne regardez pas non plus ce film à un moment où vous n'êtes pas très bien. Mais la nana ne s'apitoie pas. Au contraire, on veut montrer du positif, une reconstruction, un personnage qui veut aller de l'avant. Et donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas regardé d'autres films de la réalisatrice, mais visiblement, un thème récurrent dans ces films est la représentation du corps et du traumatisme. Ah bah pour le coup, Revoir Paris, on est complètement dedans. Mais bon, le film est bien, mais c'est sûr que c'est pas le genre d'œuvre qu'on s'amusera à regarder tous les jours. Numéro 19, Katie Yan. Et oui, encore une réalisatrice qui a réalisé un film dont j'ai parlé et pour lequel j'ai dit tout le bien que je pensais. Et puisqu'on est maintenant là pour dénoncer les défauts des films pour que les réalisatrices qui ne regarderont jamais ma vidéo puissent s'améliorer, parlons du seul défaut du film, le Joker. Et oui, c'est un peu con. Tout ce qui tourne autour de lui est problématique. C'est vrai qu'on aurait pu juste avoir une phrase pour savoir ce qu'il fait pendant ce temps-là. Mais c'est surtout que, l'histoire entre Harley Quinn et le Joker dans Birds of Prey, ça fait un peu redcon. Je veux dire, dans Suicide Squad, même si leur relation était malsaine, le Joker semblait attaché à Harley. Donc là, mais moi j'avoue, je serre un peu des dents quand je me sens obligé d'essayer de justifier la rupture entre le Joker et Harley. Ouais, Suicide Squad est sorti en 2016, Birds of Prey en 2020, donc ok, en 4 ans le Joker peut avoir changé, il a pu commencer à s'ennuyer avec Harley, il pouvait être attaché à elle au début, puis à force il s'est rendu compte que c'était quand même pas mal de se servir d'elle quand elle pouvait lui être utile, et bon parfois elle est chiante, et donc au bout d'un moment, si elle devient inutile, autant s'en débarrasser. On sent que je galère ou pas ? Mais bon, ça, je l'affirme, c'est le seul vrai défaut du film. Et ce n'est certainement pas le traitement des hommes versus le traitement des femmes. Mais bon, si votre problème c'est juste de voir un film où il y a des femmes, allez juste vous faire foutre. Mais soyons clairs, si la réalisatrice n'hésite pas à montrer des femmes aussi badass que des hommes, pour autant, elle ne nie pas que ce sont des femmes avec leur féminité, je fais de gros guillemets, et tout ce qui va avec. Alors c'est vrai que l'endroit où les héroïnes vont casser les couilles des mecs s'appelle quand même le booby trap. Mais c'est en réalité une expression anglaise qui signifie littéralement piège pour les idiots, qui n'a donc rien à voir avec les seins. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Mais bon, en dehors de ça, déjà, les femmes peuvent quand même porter du rose. Il faut voir l'armure que donne Harley à Montoya. Harley elle-même a un pendentif représentant le logo féminin. Elle a une foufoune. Elle dit qu'elle mouille sa culotte. Elle se prend un coup dans les nénés. Et Canary met un chouchou pour se battre. Et en même temps, Katie Yan ne dit pas qu'une femme c'est pur, c'est doux et toutes les conneries que vous voulez. Bon, déjà, on l'a vu, les personnages féminins sont très loin d'être parfaits. Mais aussi, ils peuvent être crades. Entre Harley qui dégueule et Cassandra qui fait chier avec son diamant, on peut pas non plus dire que les femmes sont propres et entourées de papillons ainsi que de petites licornes chevauchant des arcs-en-ciel. Donc non, on n'a pas tous les hommes sont méchants et cons et toutes les femmes sont gentilles et fortes et parfaites. Vous mentez là. Numéro 20, Chloé Zhao. Voilà, donc j'ai déjà évoqué un film qu'elle a réalisé, donc on va pas s'attarder dessus. Il est bien, il est beau, il est majestueux. Est-ce que le film a des défauts ? Oui, si vous voulez, on peut dire que là, à ce moment précis, on pouvait se passer de cette petite vanne. Oui, si vous voulez, on peut dire qu'on aurait préféré une meilleure progression dans les combats. Qu'au début, un seul éternel soit capable de buter un déviant d'un seul coup, comme ça après, ils sont obligés de s'y prendre à plusieurs. Et là, on se dit, effectivement, c'est pas normal, les déviants sont plus forts, il se passe quelque chose. Mais bon, ça va quoi. Non, le seul vrai défaut du film, c'est sa putain de scène intergénérique. Parce qu'on a passé tout le film à voir quelque chose de très grandiose, très noble et tout, et à la fin, on a un troll qui rote. Et mon meilleur ami et moi, on n'a pas compris. J'ai essayé de chercher, j'ai essayé de voir si la réalisatrice s'était mise à boire à la fin de son film, si cette scène avait été réalisée par quelqu'un d'autre, et donc, d'après ChatGPT, cette putain de scène de merde a bien été réalisée par Chloé Zhao qui voulait nous faire comprendre que, bon, là vous avez vu Les Éternels avec son ambiance, mais maintenant, ne vous inquiétez pas, on retourne dans l'univers Marvel. Perso, c'est justement ça qui m'inquiète. Voilà, donc après cette note, on va passer comme d'habitude aux mentions honorables. Tout d'abord, Elizabeth Banks, qui a réalisé et écrit Charlie's Angels. Et j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Le film est cool, la musique est cool, les actrices sont cool. Mais pourquoi, bordel, on a droit à des défauts facilement évitables ? Encore une fois, vraiment, le défaut des défauts qui m'énerve, c'est vraiment le coup de « Mais si, je vous assure, Patrick Stewart, c'est le même personnage que Bill Murray !» Je dis pas que le film aurait été parfait sans ça. Je dis pas qu'il aurait mieux marché sans ça. Surtout que s'il n'y a pas énormément de personnes qui ont vu le film, il y en a pas énormément qui ont vu ses défauts. Mais à titre personnel, je l'aurais revu bien plus de fois que ça. Et c'est vraiment dommage pour un film qui encourage les filles à être plus que ce qu'on leur impose d'être. Sofia Coppola, alors là, on a une réalisatrice bien connue, mais pourquoi est-elle seulement dans les mentions honorables ? Parce que, j'avoue,
je suis jamais vraiment rentré dans ces films, que je n'ai vu qu'une seule fois à chaque fois. Alors The Bling Ring était cool, mais pour Lost in Translation, de mémoire il était plutôt sympa, mais j'étais pas vraiment satisfait de la fin. Et pour le film On the Rocks. Oui d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi ce titre, c'est presque l'inverse. Déjà, la toute première réplique du film m'a mis mal à l'aise. Parce que vraiment, j'adore quand un père et une fille sont très proches, voire même très proches. Mais là, j'ai trouvé ça juste hyper malsain. Ça faisait juste la possessivité. Et j'ai pas compris. Je me suis juste dit, what the fuck, dans quoi je m'embarque? Parce que le mec est tellement un papy lubrique qui drague absolument tout ce qui passe tant que c'est doté d'un vagin, qu'on en vient à se demander, tant qu'à faire, ce qu'il retient de pas pécho sa fille. Mais malgré les griefs que je peux avoir, je pense et je sens que c'est un film très personnel. Je crois qu'elle voulait vraiment montrer une relation forte entre un père et sa fille, car je ne doute pas une seconde qu'elle soit très attachée à son propre père et profiter ainsi, à travers ses personnages, du temps restant d'un papa vieillissant. Oui, bah c'est beau ce que je dis. Et justement, pour le coup, je ne peux que dire bravo à Sofia Coppola, parce que dans le formidable monde sexiste dans lequel nous vivons, on a tendance à ne pas considérer les femmes pour ce qu'elles sont elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va souvent dire d'une femme que c'est l'épouse d'eux, ou la fille d'eux, etc. Mais là, ok, Sofia Coppola est la fille de Francis Ford Coppola, mais je m'en bats les couilles, parce que j'ai vu plus de films de la fille que du père. Parce que lui, j'en ai vu 0. Donc, petite fierté pour elle. Noémie Lvovsky, qui a réalisé Camille Redouble, et comment dire, t'as une nana qui a une vie relativement merdique, pour rester poli, et qui va se retrouver dans le passé, mais avec sa mentalité et ses souvenirs d'adulte. Et du coup, elle essaye de corriger des erreurs, de garder des souvenirs de ses parents, d'arranger sa vie, en fait. Donc ouais, je sais vraiment pas pourquoi ça me parle. Je me suis jamais dit, tiens, si je pouvais retourner dans le passé, il y a bien 2-3 trucs que j'aimerais modifier. C'est comme ça. Et enfin, Lana et Lily Wachowski, qui ont réalisé, je rappelle que je ne parle que des films que j'ai vus, ces films-là. Alors j'ai plusieurs choses à dire. Bon, déjà, ce sont finalement les réalisatrices dont j'ai vu le plus de films. Ouais, quand tu fais une saga et que je vois tous tes films, forcément, ça monte vite. Ensuite, oui, je sais que Lily n'a pas réalisé Matrix 4. Ensuite, oui, ce sont des femmes trans. Et, pour les actrices, j'ai bien parlé d'Elliot Page pour dire que je n'en parlerai pas, bah là, ce sont des femmes trans. Donc des femmes. Donc ça compte. Ensuite, oui, je sais qu'elles n'étaient pas forcément encore des femmes au moment où elles réalisaient ces films. Mais bon, c'est ce qu'elles sont maintenant qui compte. Et ensuite, j'avoue que je suis jamais complètement rentré dans leurs films. Même des fois, c'était pas du tout. J'ai vraiment mis des années avant de voir la trilogie Matrix et... Non, ça prend pas sur moi. Même Matrix 4, putain, je me suis fait chier. Le seul film que je pourrais à la rigueur revoir un jour, c'est le premier Matrix. Mais en fait, il y a plusieurs choses que je trouve dommages. Déjà, le pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal sur Matrix 4 m'intéresse vachement plus que le film lui-même. Ce qui est quand même con. D'un côté, il y a une vidéo que j'ai vue plusieurs fois avec plaisir, et de l'autre, un film que j'ai vu une fois et que j'ai trouvé chiant. Et c'est vraiment dommage parce que de manière générale, les visuels sont cool, les musiques sont cool, les messages sont cool. Évidemment que j'approuve totalement les messages. Et pourtant, ça ne marche pas sur moi. Pour autant, comme je l'ai dit, leurs films contiennent plusieurs points positifs. Et même si je n'accroche pas, je n'ai pas non plus envie de voir leur carrière se terminer. J'ai envie qu'elle continue. Elles ne méritent pas de rencontrer tant d'échecs et de difficultés. Il y a des gens qui aiment leurs films, il y a des gens qui sont réceptifs. Donc il faut qu'elles arrivent à continuer pour eux. Voilà, donc cette trilogie est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir des films, des actrices et des réalisatrices. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez aimée. Merci, la partager et pensez à vous abonner en activant la cloche pour être sûr de ne manquer aucune future vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao!